l'orage gronde un peu partout ce soir en France. Alors si vous le pouvez, restez bien à l'abri. Nous sommes ensemble sur Europe 1 pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit, pour se parler en toute quiétude de tout ce qui fait votre quotidien. Asiba et Quentin vont vous accueillir chaleureusement au 39 21 avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et pour tous vos commentaires, toutes vos réflexions, eh bien vous avez les courriels europe1.fr, vos SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Ou si vous voulez nous rejoindre pour dialoguer avec nous, eh bien vous pouvez le faire à tout moment en direct jusqu'à 1h 39 21. Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir Daniel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors mon histoire est un peu douloureuse parce que je porte ce poids depuis de nombreuses années. Et en fait, j'ai ma fille qui a 41 ans maintenant. Oui. Et nous habitions à l'époque à quelques mètres de notre future maison. Mm-hmm. Et à cette époque-là, les enfants, ils jouaient tous entre eux parce que il y avait d'autres enfants à côté de chez nous, dont un garçon qui était beaucoup plus âgé, oui, mais qui était censé les surveiller le temps que moi, j'étais à faire des petites finitions à la maison. Et sa sœur, qui a 15 mois de différence, est venue beaucoup plus jeune, qui est venue me trouver en me disant que sa petite sœur pleurait, donc je suis intervenue. Et il s'avère que la petite, elle pleurait, et j'ai voulu savoir. Et le garçon me dit « j'ai juste mis la main dans sa culotte ». Donc, Il vous l'a dit comme ça oui, naturellement. Comme ça. Oui, il a reconnu les faits. Oui. Ah, oui. Et si vous voulez... Mais il avait toute sa tête, enfin... Oui, mais enfin, bon, oui. C'est issu d'une famille très nombreuse, intellectuellement pas très développée, si vous voulez. Mais bon, moi, je n'aurais jamais pensé... Oui, parce qu'on on a l'impression que quand il vous le dit, de cette façon-là, il ne cherche pas donc à se cacher. Non. Donc, comme s'il ne voyait pas le mal, qu'il y avait problème. Oui, je pense. Et moi, je l'ai réprimandé. J'ai pas souvenir, j'en ai sûrement fait part à mon mari, mais j'ai pas souvenir que mon mari soit intervenu. Oui. Bon, je ne vais pas l'accabler parce malheureusement, il n'est plus là pour se défendre, il est décédé il y a 5 ans. Et il s'avère que cette chose-là, jusqu'à 31 ans que je suis dans cette maison, ça m'arrive d'y penser. Déjà, avec du recul, c'est une enfant qui est très effacée. À l'école, les profs me disaient, elle est à l'école parce qu'il faut qu'elle soit à l'école, autrement on ne l'entend pas. C'était quelqu'un elle était très discrète, d'ailleurs elle l'est toujours. Mais alors, pardonnez-moi de vous interrompre, comment, avec vous avez donc réprimandé ce garçon-là de 20 ans, et avec votre petite fille qui avait 9 ans au moment des faits. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez consolé. Oui. Et si vous voulez, c'est vrai que c'était moins d'actualité que maintenant. Oui. Donc je pense et j'espère qu'il n'a été que là. Et semble-t-il, oui, parce que pour qu'il vous le dise comme ça spontanément. Voilà, mais seulement, elle avait 9 ans et ça l'a beaucoup marqué. Donc avec du recul, tout en vieillissant, si vous voulez, de nombreuses années après, on n'a jamais eu une très bonne entente. Bon, elle était très particulière, moi je suis très directe, et elle a en fait, si vous voulez, après il y a eu quand même sa jeune sœur qui a 36 ans bientôt. Oui. Elle a été très 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 près de moi avant le décès de mon mari, beaucoup avant, on avait beaucoup de complicité, et même après. C'est vrai que ma fille qui a subi ces attouchements est mariée à une petite fille et elle était beaucoup moins indisponible que pouvait l'être ma fille. À l'autre fille. Donc, nous, on pensait au départ, il y a eu sûrement ça aussi, qu'elle était très jalouse de sa sœur. Très, très jalouse de sa sœur.
Donc il y avait des mots très maladroits, enfin il y avait plein de, si vous voulez, elle savait me piquer en fait, si vous voulez, pour un petit exemple, quand la petite est née, je suis avec mon mari, ma fille, parce que bon, elle travaille dans le milieu hospitalier et sa sœur aussi, elle est intervenue, sa jeune sœur, avec l'appareil photo pour nous prendre en photo, etc. Et quelques mois après, elle avait fait un album de la petite. Et sur l'album, dans l'album, il y avait ma fille, ma petite fille, et une très grande amie avec elle qui était chef de service, qui était en fait sa deuxième maman, comme elle me dit. Et je lui ai dit, bon, quand j'ai vu cette photo, je n'étais pas jalouse, mais ça m'a fait mal. Donc j'ai replié l'album et elle me dit, mais tu as déjà vu? J'ai dit oui. Et une semaine après, je lui ai fait la remarque. Elle était toute contente parce que quelque part, ça m'avait touchée. Comme si qu'il y avait une vengeance quelque part. Et c'est vrai que nous n'avons pas d'atome crochu. Là, je dois déménager et elle vit très mal. Enfin, elle vit très mal le fait que je parte. Mais moi, je ne conduis pas. Même si j'habite à côté d'elle, elle a sa vie de famille et je veux la respecter. Donc, moi, j'ai envisagé de louer un appartement en centre-ville. Donc elle est venue le voir, elle m'a félicité, enfin elle a trouvé ça très bien, elle me donne ses idées d'aménagement pour la salle, mais si vous voulez, quelque part après, ça ne dure pas. Il y a son agressivité. Oui, elle vous provoque. Voilà. Oui. Donc jusqu'au jour où un soir j'ai eu la petite qui est venue, parce que la petite c'est très fusionnel toutes les deux, je l'ai accueillie. Alors la petite qui est la fille de votre fille aînée. Voilà. Donc ma fille aînée, elle a fait la dépression après la naissance de la petite. Je l'ai eue 3 mois à la maison avec son mari puisque leur maison n'était pas finie. Donc c'est vrai que nos relations avec la petite a été très fusionnelles parce que je m'en suis beaucoup occupée. Et les années passant, la petite a continué notre relation comme ça. Je compte énormément pour elle. Et ça, ma fille l'a très bien compris. Que rien pourra nous séparer. Mais jusqu'à ce jour, il y a une semaine, la petite est venue me voir et il y avait un petit voisin, parce que en fait c'est mes voisins qui achètent la maison. Et le petit-fils de cette dame était là. Donc forcément, entre enfants, ils se recherchent, c'est normal. J'ai travaillé 20 ans comme surveillante dans une école, c'est comme ça que je vois bien les relations avec les enfants. Seulement, la maman est repassée, elle a vu qu'elle était là-bas. Donc je lui ai dit que je l'avais surveillée pour traverser la route. Mais c'est vrai que je ne pensais pas du tout à aucun mal, si vous voulez. Malgré cette douleur que je portais en moi depuis tant d'années, j'en avais parlé à une amie que j'ai depuis 40 ans, et il n'y a pas longtemps, je lui en ai parlé, je lui ai dit, je comprends pas, depuis le départ de son papa, elle est très agressive, comme vous dites, elle me provoque, et j'ai dit, j'ai un doute de quelque chose. Donc mon ami me demande de quoi je pensais, j'ai dit, voilà, j'ai dit, Fabienne a dû avoir des attouchements, j'ai dit, en premier lieu, ne donnez pas de prénom. Non, excusez-moi, c'est vrai. Mais elle en a eu, puisque vous me parlez de l'histoire du voisin. Mais voilà. Bon, alors pour qu'on se recentre, donc vous me parliez de votre petite fille qui était allée voir le petit voisin. Voilà. Bon. Qui est de son âge. Oui. Et donc elle est passée, si vous voulez, elle a vu la petite, donc elle a renvoyé la petite à la maison et la petite pleurait, suffoquée. Et là, d'un seul coup, il y a des choses qui sont revenues à la surface. Et elle ne pouvait plus parler, et j'avais ma jeune qui était là. Votre fille ne pouvait plus parler? Non, la petite. Et elle a fini par me dire qu'elle avait la maman passée, et elle l'a grondée parce qu'elle était là, et qu'elle devait être avec moi. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit de jouer avec le petit voisin. Si mais alors, est-ce que ce sont les mêmes voisins? Non, pas du tout. D'accord. Non. Et pour vous dire que ce garçon-là est décédé depuis. Donc, non, c'est pas du tout les mêmes voisins. Là, il y avait la mamie, le papy et le petit garçon et le papa. Bon, moi, j'ai pas du tout pensé. Donc, votre petite fille s'est fait fâcher, par sa maman parce que elle lui avait dit, sa maman lui a dit qu'elle devait rester chez vous et ne pas aller jouer à l'extérieur. Voilà. Oui. Donc, mais ce n'est pas la première fois, parce que ça m'arrive d'aller avec elle, ça m'est arrivé d'aller boire un petit chocolat à un bar et tout, et ça, lui, son mari, comme elle, ne veulent pas que... Mais vous avez l'impression qu'il la protège beaucoup, la petite fille? Voilà, alors moi, si vous voulez, j'en ai parlé à cette amie, j'ai dit, c'est même ma jeune, sa Tati, c'est très
étouffant. Mais elle à a un tel peut-être point que peur, je ne peux pas faire un geste avec cette petite. Oui, mais c'est pas lié tant à vous. Elle peut avoir peur, elle-même ayant été victime d'attouchement dans son enfance. Elle peut surprotéger sa fille. Oui, mais avec, si vous voulez, avec cette dernière. Ce qui est embêtant je suis d'accord avec vous, pour l'enfant, parce que l'angoisse, c'est contagieux. Voilà. Donc, oui, elle a des on doit expliquer aux enfants. Qu'il peut y avoir des personnes qui ne sont pas toujours très très bien et qui peuvent vouloir leur faire du mal, sans pour autant qu'ils leur donner le sentiment que l'extérieur, le monde extérieur est très menaçant, parce que sinon ça fait des enfants très très anxieux, très insécurisés. Elle est très anxieuse, la petite. Alors maintenant, moi j'entends dans ce que vous me dites, Daniel, c'est que vous dites, vous avez d'ailleurs commencé par ces mots-là, je porte cette douleur en moi depuis plus de 30 ans. Oui. Mais quelle douleur, finalement, quelle est cette douleur que vous portez? Vous pourriez me mettre un peu plus de mots là-dessus? Eh bien, c'est ne pas avoir... j'ai voulu un jour... il y a 1 an à peu près, on discutait avec elle et je n'ai jamais su aborder le sujet. Il y avait un blocage. Oui. Et il y a eu un blocage quand elle m'a annoncé ça. C'est pour ça que j'ai fait appel à vous. Oui. Je ne savais pas comment aborder le sujet avec elle. Quand elle vous a annoncé pour votre petite fille là qu'elle était en colère parce que vous l'aviez laissée aller jouer chez le petit voisin. Oui. Et le papa, je suis allée voir le papa et le papa a expliqué à la petite qu'il veut absolument qu'elle soit à la maison et pas ailleurs. Même lorsque mamie habitera dans son appartement, tu n'iras pas chez les voisins, tu resteras avec mamie. Oui. Est-ce que vous pensez que votre gendre est au courant de l'histoire ou vous ne savez pas, vous n'en avez pas parlé? Je ne sais pas, parce que moi j'avais envisagé d'en discuter à 3 et je ne savais pas non plus comment C'est délicat, Daniel, dans la mesure où vous ne savez pas ce que votre fille a pu dire ou ne pas dire à son mari. Voilà. Donc supposons qu'elle ne lui ait pas dit, vous n'avez pas révélé quelque chose de son histoire qu'elle ne lui aurait pas dit. J'avais peur de commettre une erreur. Voilà, donc maintenant, étant donné l'attitude du père, donc de l'enfant, on peut penser, puisque lui aussi dit tu dois rester chez mamie, tu ne dois pas aller à l'extérieur, on peut penser que lui aussi est dans une démarche de très grande protection vis-à-vis de sa fille. Peut-être d'ailleurs, mais après tout, donc il sait. Mais peut-être pour d'autres raisons, parce qu'après tout, il pourrait savoir que sa femme, a eu des attouchements dans son enfance, et pour autant, essayer de dédramatiser, de relativiser, en disant, heureusement, il n'y a pas des pédophiles partout. D'autant que cet homme-là, je ne minimise pas du tout les faits, mais ce garçon de 20 ans semblait plus avoir des problèmes d'ordre, dans son développement. Oui, puisqu'il a dit spontanément les choses. Enfin, ça semblait être dans cette famille, il y avait des limites qui n'étaient pas posées, que réellement, ça semblait pas être dans la perversion. Vous voyez, il vous dit clairement, il avait une enfant, il devait avoir des désirs, des pulsions. C'était une enfant. Sur une enfant, c'est plus facile d'avoir comme ça, d'exercer une autorité. Et il avoue comme un enfant finalement. Lui-même était peut-être resté un enfant dans sa tête. Ce qui n'enlève rien au fait que pour votre fille. Bien sûr que ça avait un caractère traumatisant. Comment en parler? Peut-être que finalement, c'est à vous que ça pèse cette histoire. Pourquoi ça pèse autant? Vous vous sentez coupable parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a les répercussions que ça peut avoir sur votre petite fille, mais vous sentez, vous vous en voulez, parce que vous avez réagi sur le moment. Vous êtes allé le trouver, vous l'avez trouvé, vous avez réagi, vous avez consolé votre petite fille. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas resté sans réaction. Pas du tout. Pas du tout. Vous n'avez pas mis une chape de plomb là-dessus? Non. Donc vous avez vous voyez, c'est pas forcément parce qu'on va pas devant un tribunal forcément pour vous n'êtes pas resté comme ça dans le silence et vous avez
agit, réagit. Alors après, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui a marqué votre fille et que elle projette sa peur et ses angoisses sur votre petite fille. Et ce qui est douloureux pour vous, c'est que ça peut vous donner le sentiment que elle vous en veut, enfin comme si il fallait comme si elle n'avait pas été suffisamment protégée. Mais en même temps, si elle vous en voulait vraiment à ce point-là, elle vous confierait pas sa fille non plus, puisqu'au fond, quand on est avec mamie, tout va bien. Oui. Hein? Oui. C'est quand même aussi le message. Oui, et puis d'ailleurs, les parents, c'est aussi le discours des parents. Oui. Tu dois rester avec mamie. C'est-à-dire, c'est l'extérieur qui est menaçant. Oui. Quand chez mamie, avec mamie, ça va, tu es en sécurité. Donc ça veut dire qu'ils vous font confiance, à vous. Oui. Mais des fois, c'est pas ce manque de confiance, c'est ce manque de liberté qui me manque avec ma petite, si vous voulez. Alors peut-être... Sa papy va l'habiter beaucoup plus loin. Je lui ai proposé un jour de lui faire prendre le train pour qu'elle... Bon, il n'y a pas loin, il y a 150 km, mais là, j'ai même demandé au papa, et papa m'a dit « Ah non, pas tout de suite, elle est trop petite ». Est-ce qu'ils ont ce même comportement avec d'autres personnes, avec d'autres membres de la famille, est-ce qu'ils ont tendance à mettre un peu leur fille sous cloche comme ça, avec d'autres personnes? C'est général, cette attitude? Ils ont très peu d'amis, si vous voulez. Ils ont des amis, mais je pense qu'en fait, c'est des amis de confiance qui se sont créés, que je pense tout à fait sincères. Là, demain, elle va à un anniversaire, et là, il y a des choses qu'elle arrive à la laisser partir, mais... Ils ont du mal à se séparer de leur fille. Oui. Et est-ce que il n'y a pas avec des membres de la famille, c'est pareil, c'est-à-dire prendre le train, aller, ça c'est compliqué. Ah non, elle n'ira pas. Non, d'accord. Non. Oui, donc c'est vraiment pas lié à vous, c'est leur difficulté à eux à se séparer de leur fille. Bon, peut-être. Alors, vous n'allez pas changer fondamentalement leur comportement vis-à-vis de leur enfant, mais peut-être vous, vis-à-vis de votre fille, vous pourriez, et délicatement, j'ai envie de dire, doucement, parce que c'est un terrain certainement très émotionnellement chargé pour votre fille. Oui. Lui dire par rapport à ce qui s'est passé, dire j'ai bien vu que tu étais en colère là quand la petite est allée jouer chez le petit voisin, ça t'a mise en colère, je suis désolée, je ne voulais pas mal faire, t'angoisser, simplement bon, elle a beaucoup sympathisé avec ce petit garçon et vous attendez un petit peu de voir. Soit elle va enchaîner, elle va peut-être enchaîner, vous allez voir ce qu'elle va vous dire. Parce que la situation, le parallèle est quand même édifiant. Oui. Le parallèle, elle a été agressée quand elle est allée jouer là-bas. Donc, alors, soit elle va faire le lien peut-être d'elle-même, peut-être qu'elle ne le fera pas. Mais vous attendez de voir, vous ne mettez pas les mots dans sa bouche. Oui. D'accord ? Vous attendez un peu de voir comment elle enchaîne. Peut-être qu'elle va rester en surface sur sa fille, en disant oui, je ne veux pas, je te l'ai bien dit, tu sais bien que... Et peut-être dire pourquoi tu as tellement peur ? Pas lui mettre des réponses, plutôt poser sous forme de questions. Pourquoi tu as tellement peur qu'elle soit à l'extérieur ? Mais pourquoi... je ne suis pas si sûre qu'elle puisse me reparler de ça. Non, mais j'ai bien compris que c'est votre crainte, Daniel. Mais si vous n'essayez pas, en même temps, il ne se passera jamais rien. Bah, bien sûr, oui. Donc, il s'agit pas de... C'est plutôt sous forme un peu de questions, mais de questions qu'elle ne sentira pas comme intrusives, mais avec beaucoup de bienveillance. D'accord. Vous voyez, comme une façon de dire, c'est-à-dire, ce qui pourrait vous amener à dire... Peut-être dire, pourquoi tu as tellement peur pour qu'elle aille à l'extérieur, pourquoi au fond elle ne peut pas jouer en dehors de la maison? Pourquoi l'extérieur te fait tant peur pour elle? Je peux vous lire le message qu'elle m'a mis. Alors elle m'a marqué
Elle m'a marqué, attendez. Si l'actualité ne te sert pas de leçon, c'est bien dommage. Ma hantise serait qu'elle fasse une mauvaise rencontre comme moi à son âge. La différence, c'est que tu n'étais pas là pour me protéger. Eh oui, bon, on y est. Oui, vous m'auriez lu le message tout de suite, on aurait gagné du temps. Oui. Vous ne voulez pas vous couper la parole Non, oui, là, on ne peut plus clair. Hein. Voilà, donc j'ai compris tout de suite. D'accord. Bon, là, effectivement, c'est clair. Donc, les faits divers qu'il y a eu, malheureusement, tragiques, autour d'enfants, d'agressions, lui rappelle, elle voit l'environnement extérieur et elle a tendance à voir des actes de pédophilie un peu comme si il pouvait y avoir derrière tout homme un pédophile. Hein. Enfin, il y avait donc elle craint beaucoup pour sa fille et elle dit, elle ne s'est pas sentie protégée. Sa sœur et moi, nous avions des amis homo et elle ne voulait pas qu'on aille. Ma fille était amie avec un précisément et elle voulait pas que sa tante aille au domicile parce qu'il y avait l'ami et l'autre son autre ami qui était là-bas et de peur de quoi? Homosexuel ne veut pas dire pédophile. Ah oui, non, là il y a en plus une ignorance. Parce qu'effectivement, elle dit le contraire. L'homosexualité n'a rien à voir avec la pédophilie. L'homosexualité, c'est une sexualité entre deux adultes du même sexe, mais deux adultes consentants. Alors que la pédophilie, c'est la sexualité, c'est un adulte qui contraint un enfant à avoir des rapports sexuels, que la contrainte s'exerce sous forme par la violence ou par la séduction. Mais après, donc ça n'a rien à voir. Cela dit, Daniel, votre fille, ça montre qu'elle est très marquée par ce qui s'est passé. Et comme le dit Flora, qui a envoyé un petit message au 7 39 21, il en reste des traces, elle va pas bien. Et c'est vrai que ça serait bien qu'elle... Flora dit, pourquoi ne consulte-t-elle pas pour surmonter ce traumatisme ancien qui rejaillit? Pas bien et que je lui ai dit, mais pourquoi tu consultes pas? Elle m'a dit, j'ai déjà fait tout, j'ai déjà tout fait. Et il y a quelques semaines, je lui ai même dit, le jour où la petite a été grondée, l'après-midi, je lui dis, parce que je la trouvais très arrogante, et je lui dis, tu sais, pour l'instant, tu te sens bien, parce qu'elle a un petit côté matérialiste, mais bon, ça, peut-être qu'elle se renferme dans ça. Ça la rassure, certainement. Oui, voilà. Et elle m'a dit, non, justement, je vais pas si bien que ça. Donc, vous voyez, je crois, essayez, si vous le pouvez, comprenez que derrière cette attitude assez agressive vis-à-vis de vous, il y a de cet enfant qui est blessé chez elle. Oui. Beaucoup d'amis qui la connaissent m'ont dit, mais elle n'est pas si bien que ça, ta fille. Bon, il y a de cet enfant qui est blessé, qui ne s'est pas senti protégé, même si vous avez fait, vous, ce que vous avez pu, mais ce garçon a continué à vivre à côté de chez vous. Oui. Donc, elle, en tant que petite fille, c'était une menace. Oui. Alors, c'est vrai que vous aviez dit à ce garçon de 20 ans, ça ne se fait pas, c'est terminé. On parle de vous. Bon, vous ne voulez pas, évidemment, vous avez perdu votre mari, vous ne voulez pas trop en parler, mais on peut en parler, ça n'enlève rien aux qualités qu'il avait. Mais votre mari a été absent dans cette histoire. Tout à fait. Et ça compte aussi. Tout à fait, parce que, si vous voulez, avec du recul, elle a beaucoup... elle est tombée en admiration de son papa une fois qu'il est décédé. Bon, moi j'ai été très mal pendant un bon moment, j'ai fait le deuil, et c'est là que je revois les choses où il n'était pas présent. Mais elle peut s'en prendre, il est décédé, donc elle peut maintenant, elle idéalise, mais dans les faits enfants, ça aurait été important aussi qu'elle sente ses parents, face à elle, et ses parents qui faisaient bloc, qui l'entouraient et dire, on ne te fera plus jamais de mal. Personne ne te fera plus jamais de mal, sinon il nous trouvera en travers de sa route. Oui. Bon, donc vous dites bien, votre mari a été étrangement absent. Donc
un enfant, si vous voulez, vous étiez adulte, vous sentiez bien que ce garçon, finalement, il était, il a avoué tout de suite les faits. Il était, vous aviez fait ce que vous aviez à faire. Mais elle, en tant que petite fille de 9 ans, un garçon de 20 ans, la différence d'âge est énorme, la différence de poids, de taille. Elle a dû vivre, c'était le voisin, un peu dans la terreur. Et donc pas se sentir protégée. Tout à fait. Hein, oui, donc cette peur, cette terreur, elle a gardé en elle pendant très longtemps. Bon, et aujourd'hui, elle la projette sur sa fille. Et elle est réactualisée à chaque fois qu'il y a malheureusement un fait divers tragique où un enfant est abusé. Oui. Alors, c'est vrai qu'il serait important qu'elle puisse se faire aider, déjà pour régler ses traumatismes d'enfant, et puis pour ne pas les faire peser sur sa petite fille, parce que elle n'en parle pas à sa fille. J'imagine qu'elle lui a pas parlé de son histoire. Non. Mais pour autant, même sans savoir, sa petite fille, elle sent qu'il y a l'angoisse de sa mère et semble-t-il l'angoisse de son père, et qu'on lui présente le monde extérieur comme très dangereux. Alors que là, dans l'exemple que vous citez, il y a le petit voisin, le fils des petits voisins avec qui elle aime jouer, et puis voilà. Et puis c'est joyeux, comme tous les enfants aiment bien jouer, et que heureusement, il n'y a pas des pédophiles partout. Non, c'est le petit garçon vient à la maison, c'est bien. Mais sinon, mais oui, elle avait mais pas on peut pas mettre les enfants sous cloche. C'est pas possible. Non. Hein, c'est pas possible. Non. Il faut les prévenir, il faut les sensibiliser, les alerter, garder évidemment un œil sur eux quand ils sont jeunes, quand ils sont enfants, rester très vigilants. Mais pour autant, pour les aider aussi à s'autonomiser, à prendre confiance en eux, c'est pas en faire des petits êtres comme ça peureux. Non. Bon, alors. Je vous ai dit comment un peu essayer d'amener le sujet avec elle et en y allant le plus doucement possible. Plutôt sous forme de questions et en me disant, elle vous l'a dit, je vais pas bien, dire ça serait important d'en reparler un petit peu parce que finalement, en lui disant que cette peur, elle a fait porter à sa fille. Un petit message pour conclure de Lali qui dit, ne culpabilisez pas Daniel, vous avez agi à l'époque de manière saine. Je pense tout simplement que votre fille a peur que l'histoire se répète avec votre petite fille. Je pense, oui. Oui, bien sûr. Bon courage, Daniel. Merci, Caroline. Au revoir. Et puis, bonne soirée. Et merci encore pour votre écoute. Je vous en prie. Au revoir. Merci. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous voulez me parler de votre fils, je crois, avec qui vous avez quelques soucis ? Oui, j'ai effectivement des soucis avec mon fils qui a 17 ans. Oui. Je pense qu'il faut resituer un peu tout le début de l'histoire. Donc, en réalité, donc j'étais marié avec sa maman et nous nous sommes séparés il y a 11 ans. Oui. Nous avions 2 enfants, une fille qui aujourd'hui a 20 ans et lui qui a aujourd'hui 17 ans. Au moment de la séparation, il avait à peu près 5 ans. Et puis finalement, on lui a expliqué pourquoi on se séparait, mais à l'inverse de ma fille, à l'époque, lui n'a pas du tout réagi. Enfin, c'est finalement comme si c'était un non-événement pour lui. Voilà, et puis finalement, entre l'âge de 5 et 10-11 ans, il était avec sa maman et avec sa sœur. Et puis avec un comportement un peu difficile, c'est-à-dire à l'école par exemple, très très perturbant, et aussi dans ses résultats scolaires entre 5 et 11 ans, grosso modo un décalage très fort entre son potentiel et ce que les profs, ce que les instituteurs estimaient de son potentiel, et puis finalement le travail qu'il produisait, c'est même pas les résultats qu'il obtenait, c'était simplement déjà le travail qu'il ne produisait pas plus tôt. Voilà, donc pendant ces 5 ou 6 années, en fait, la relation avec sa maman était extrêmement tendue, puisque nous étions en région parisienne, elle était repartie en province, et ça me crée beaucoup de difficultés pour voir mes enfants dans de bonnes conditions. Et donc la relation était vraiment extrêmement tendue, et bien sûr, comme malheureusement dans beaucoup de situations similaires, les enfants sont un peu au milieu. Et évidemment que les enfants à cette époque-là ont vécu ces tensions et ont dû sentir qu'ils étaient... Comment se manifestaient-elles à ce moment-là, ces tensions ? C'est-à-dire, vous deviez... c'était autour des droits de visite, de l'organisation des droits de visite,
Oui. Enfin bon, les droits de visite étaient fixés clairement un week-end sur 2. Mais c'est vrai que par exemple, quand je récupérais mes enfants, moi j'habitais à Paris, je les récupérais à la gare de Lyon. Ils arrivaient, il manquait, par exemple, mon fils avait pas ses lunettes, ou bien il n'y avait pas les cahiers, et donc je pouvais pas voir le travail scolaire de mes enfants. Donc je me sentais un peu atteint dans l'exercice de mon rôle de père. Oui, elle faisait en sorte de vous exclure. Puis, et donc les enfants ressentaient ça. C'est vrai que moi j'avais quand même peu de recul et j'étais aussi très partie prenante dans cette tension de l'ex-couple. Voilà. Et puis, quand il a eu 10-11 ans, je sais plus quel âge, peut-être 12 ans peut-être, j'ai commencé à manifester le fait que finalement, comme moi, c'était très pénible parce que quand je le voyais en week-end, donc ce que je dois dire, c'est qu'à un moment donné aussi, j'ai déménagé en 2003, j'ai quitté Paris pour venir à Lyon pour me rapprocher de mes enfants. Parce que c'était plus supportable pour moi d'être loin et de les voir dans des conditions difficiles. Donc j'ai déménagé, j'ai trouvé un autre travail. Dans l'entretemps, j'ai rencontré une autre personne qui est venue avec moi, qui elle-même avait un enfant de son côté. Voilà. Et donc nous avons formé ce qu'on appelle traditionnellement un couple recomposé. Et donc à ce moment-là, peut-être 1 an ou 2 après qu'on se soit installé à Lyon, j'ai commencé à émettre l'idée que c'était soit finalement j'abandonnais un peu ce rôle un peu strict que j'avais le week-end quand je voyais mon fils en particulier, c'est-à-dire il arrivait le vendredi soir, le samedi matin on ouvrait les cahiers et c'était des séances très pénibles parce que je constatais qu'il n'avait pas travaillé et du coup je rentrais dans un système de remontrance, du coup il se fermait, et ça gâchait un peu le week-end. Donc ce que je voulais au bout d'un moment, c'était soit finalement j'arrêtais d'ouvrir les cahiers, et à ce moment-là, la garde restait à sa maman, mais moi je renonçais à ce rôle un peu Oui, de participer aussi à la vie de votre enfant, et donc aussi à sa scolarité, de ne pas être là que pour l'aspect ludique. Mais en même temps, vous avez raison de dire c'est compliqué quand on ne voit son enfant que deux jours tous les 15 jours. Ouais, voilà. C'est très compliqué, surtout que si ça rentre tout de suite dans une logique de conflit, d'affrontement, de remontrance, de jugement, etc. Oui. Donc je voulais arrêter. Non, mais je crois que soit j'obtenais sa garde et à ce moment-là, j'assumais. Je dirais jusqu'au bout ce rôle et c'était mon fils et je surveillais son travail scolaire parce que si vous voulez c'est extrêmement frustrant en fait tous les 15 jours de ne constater que les résultats mais de ne pas pouvoir être acteur de ce qui pouvait être des actions correctives de l'accompagnement, etc. Bon. Et une première fois j'ai introduit une action devant le juge aux affaires familiales et ma demande n'a pas été acceptée. Et puis l'année d'après, au mois de juin, finalement, je suis revenu devant le juge aux affaires familiales avec un peu les mêmes arguments, c'est-à-dire les difficultés, pas les difficultés scolaires, mais le décalage très fort entre son potentiel et ses résultats qui ressortait clairement dans tous les bulletins. Et donc on voyait qu'il était en train de gâcher quelque chose. Et puis les problèmes de comportement. Et puis finalement, à ce moment-là, sa maman, plutôt que d'arriver devant le juge et d'avoir à se taper dessus, sa maman, d'une manière, je dois dire, extrêmement responsable, avant une semaine ou 10 jours avant de passer devant le juge, m'a appelé en me disant écoute, finalement, c'est peut-être une bonne solution, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais parce qu'il va falloir que je me prive de mon fils, mais c'est peut-être une bonne solution, et puis si on est d'accord tous les deux, ça évitera que ça lui apparaisse comme une décision prise par un tiers, avec sa mère pas d'accord, etc., etc. Voilà, donc on a appliqué cette décision. Et je dois dire qu'à partir de là, sa mère a vraiment joué un jeu dans l'intérêt de l'enfant. Nos relations se sont apaisées, chacun y a mis du sien. Et donc mon fils est venu vivre avec nous dans cette famille recomposée. Donc voilà, et d'ailleurs ça s'est très bien passé avec une bonne intégration. En 2005, nous avons eu avec ma nouvelle compagne un enfant. Voilà, et tout ça, finalement, on était assez heureux d'avoir quelque chose de très cimenté dans cette nouvelle cellule familiale.
La maman de mon fils, de son côté, elle ne s'est jamais remise avec personne, considérant et disant aux enfants que les hommes, elle estimait que c'était pas un truc bien. Il faut dire que c'est moi qui suis. Mais vous l'avez traumatisé, dites-moi. Et donc d'ailleurs, dans la période entre 5 et 10 ans, mon fils a vécu finalement dans une ambiance dans laquelle il était le seul représentant masculin. Il y avait sa mère et sa sœur, et puis finalement dans cette ambiance, sa mère disant que les hommes c'était pas bien, et il a pris un peu de mauvaises habitudes, d'être un peu, si vous me passez cette expression, pas forcément très glorieuse, mais un peu le coq, un peu dans cette organisation-là, un peu l'homme de la maison, quoi, en quelque sorte, alors même qu'il avait seulement entre 5 et 10 ans, quoi. Voilà, et donc pour revenir à... Oui, en même temps, c'est pas le coq, c'est à 5 et 6 ans. À 5 et 6 ans, c'est... Vous m'entendez ou pas ? J'ai une relation avec lui qui est extrêmement tendue, il met beaucoup de distance. Et ses résultats scolaires ont continué à aller dans le sens de la dégradation, c'est-à-dire que c'est pas qu'il comprend pas, c'est pas qu'il travaille mal, c'est qu'il ne travaille pas. Par exemple, il était là en terminale littéraire, il vient de passer le bac là, et dans une des matières qui a le plus fort coefficient, et il n'a rien rendu du trimestre. Donc forcément, on a 0 quand on rend rien du trimestre. Et c'est toujours ce sentiment qui gâche exprès toutes les chances qui lui sont données. On a eu des soucis l'an dernier avec lui, consommation de drogue douce, et même il avait monté un petit commerce, parce que comme je lui avais coupé un peu les vivres et on avait noté qu'il nous volait un peu d'argent pour assumer ça, du coup il a monté un petit commerce, donc ça a été très compliqué. On s'est retrouvé à la gendarmerie, et donc le commerce de quoi? Pour en terminer, de commerce de quoi? Un peu d'explication. Je ne sais pas si vous avez le retour son, mais c'est vous n'entendez. De commerce de quoi, je vous demandais? De marijuana. D'accord. Ouais. Et donc là, il y a quelques jours, il y a eu nouveau. Je vous entends plus là. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Je disais, il y a eu de nouveau une séance d'explication un peu dur sur qu'est-ce qu'il allait faire après le bac, et il m'a exposé un projet dont on avait déjà parlé bien sûr, mais et je lui ai fait savoir que de mon point de vue ça tenait pas la route, que je lui donnais des Qu'est-ce qu'il veut faire? Préparer un concours Que veut-il faire après le bac? Passer après le bac, oui. Que veut-il faire après le bac? Non, il souhaiterait être acteur de théâtre en fait. Ça fait plusieurs années qu'il fait du théâtre amateur. Bon. Et là, il souhaite entrer au Conservatoire de Lyon, c'est un concours, c'est donc pas un examen, il faut le préparer, il faut être bon, donc même si on a fait du théâtre amateur, il faut se préparer à une ambiance, un peu de compétition. Oui. Il peut se préparer, justement, s'il est motivé. Oui, mais c'est toujours la même histoire. Il faut peut-être lui faire confiance aussi. Si je suis le meilleur, je vais y arriver. Oui, non, mais j'ai l'impression en même temps, Laurent, vous avez du mal à l'entendre aussi, comme vous avez... Vous êtes très très axé sur sa réussite, ou peut-être que effectivement votre fils ne va pas suivre la voie que vous souhaitiez pour vous, pour lui. Mais après tout, s'il veut entrer dans ce conservatoire, il a la possibilité de le faire. Qui tente ce concours, c'est dur le conservatoire, donc il peut au moins tenter le concours. Sûr, comme vous dites, après tout, qui se donne les moyens dans ces cas-là. Si vous voulez, le sentiment que ça donne pour la préparation de ce concours, c'est justement qu'il ne prépare rien, comme si c'était une simple formalité, comme il a fait pour le bac, comme il a fait précédemment, si vous voulez, et voilà. Et mais donc, c'est peut-être le sentiment qu'il vous donne. C'est pas forcément la réalité. Quand on a, si vous voulez, en moyenne, pour l'ensemble de sa terminale, une note qui de toute façon ne permet pas d'avoir le bac, et si vous voulez, il y a un certain réalisme. Je suis pas en train de parler d'excellence. Je suis en train de parler simplement de résultats qui peuvent permettre d'obtenir un examen, dans l'occurrence le bac. Mais est-ce que vous parlez avec lui d'autre chose en dehors de sa scolarité ? Parce que c'est vrai que ça tourne beaucoup autour de la scolarité. C'est-à-dire que cette année, là, pour la terminale, on lui a laissé
finalement de l'autonomie. On lui a dit, écoute, de toute façon, ton bac, c'est ton avenir, c'est toi qui es responsable. C'est très difficile de te suivre dans ta scolarité parce que tu mens en permanence. Quand on te demande si tu as fait tel ou tel travail, tu dis que tu l'as fait alors que ça n'est pas vrai. Quand on veut t'accompagner, tu dis que tu n'as pas besoin, donc finalement, toute l'aide qu'on peut t'apporter, tu ne la saisis pas. Donc, écoute, pour la terminale, on va te faire confiance. Et puis, si tu as besoin, tu demandes. On sera toujours là. Quand je dis on, c'est sa mère, mais aussi ma compagne. Hein. Et voilà, mais il n'a jamais rien demandé. Et puis au final, c'est la catastrophe, quoi. Voilà. Et donc, on est arrivé à un échange, à un niveau d'échange où, globalement, il me dit que de toute façon, il n'a aucun respect pour moi, il ne reconnaît pas mon rôle de père, il ne reconnaît pas la valeur de mes conseils. Et voilà, donc je me sens... C'est ce qu'il vous dit ou c'est ce que vous ressentez ? Ah, il l'a dit ouvertement. Oui. Oui. Bon, il est dans l'opposition, dans l'affirmation. Oui. Voilà. Donc c'est... Ce qui est assez classique à cet âge-là. Hein. On est sur un vous niveau entendez de relation qui est... Laurent, est-ce que vous entendez ? Parce que si franchement vous discutez avec votre fils comme vous discutez avec moi, je vous le dis cash, hein, ça doit être assez compliqué parce que alors c'est peut-être un problème de liaison, mais on a du mal à s'entendre, quoi. Vous êtes un peu en boucle, vous partez sur votre truc et vous avez du mal à entendre, quoi. Vous avez du mal à vous êtes sur vos rails. Alors avec un ado, il va être dans la provocation. Bon, il remet en question votre autorité, mais peut-être parce qu'il sent aussi que vous voulez trop lui, parce que vous avez envie lui imposer des consignes, des conseils. Et plus vous allez lui imposer une ligne directrice, plus il va s'opposer à vous. En même temps, c'est vrai que ils ont besoin à cet âge-là de sentir que ça résiste en face d'eux. C'est toute la complexité du rôle des parents à cet âge-là. C'est-à-dire que souvent les adolescents sont dans l'affrontement. Il faut donc que ça résiste en face. Pour autant, on ne peut pas être, comme vous le dites, perpétuellement dans l'affrontement. Parce que perpétuellement dans l'affrontement, ça ne peut pas avancer. Donc il faut aussi qu'à un moment qu'il puisse y avoir un échange et une écoute. Oui. Or vous, j'ai l'impression qu'il y a d'un côté... On a mis ça en place cette année avec des moments d'écoute. Vraiment dédiés à ça, avec par exemple sa mère qui venait passer du temps et à trois, puisque ma compagne joue quand même un rôle important au quotidien. Bon, alors c'est important. Maintenant, quand il vous dit qu'il conteste votre autorité, à la limite, c'est bien qu'il exprime. Il vaut mieux qu'il le conteste de cette façon-là, ouvertement, plutôt qu'il exprime par des actes. Parce que s'il la conteste, ça veut dire qu'il y a autorité. Il y a des adolescents qui ne peuvent même pas la contester, qui ne peuvent pas la reconnaître, parce qu'il n'y en a pas. Ils sont perdus, ils sont lâchés, ils sont dans le vide. Alors, ce qu'il dit également, c'est que de toute façon, il ne reconnaît pas mon rôle. Oui. Parce que c'est moi qui ai fait souffrir sa mère et que de toute façon, il pourra jamais me le pardonner. Vous voyez, oui, alors des choses comme ça. Il est Déchiré, il joue aussi sur une corde sensible où c'est un garçon. Il peut avoir à ce moment-là, il doit se construire en tant qu'homme. Et vous savez, ça c'est un peu un poncif, mais de dire tu es le père de façon symbolique, c'est-à-dire c'est ce qu'il vous dit à sa façon. C'est-à-dire il a besoin de se construire. Et on se construit aussi en s'opposant et en s'opposant à vous. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un père. Vous êtes là. Donc, il se heurte à vous et la mère, elle, il n'est pas dans cette relation d'opposition parce qu'il se construit en tant qu'homme. Donc, il est dans une relation certainement plus douce, plus tranquille, plus apaisée. Ah oui, avec sa maman, c'est une relation très fusionnelle. Oui. Voilà, alors d'autant plus.
Ouais. Donc il faut aussi que vous, même si ces paroles et les adolescents savent très bien aussi avoir des mots, ils savent très bien repérer les points fragiles des parents. C'est pour ça que c'est très perturbant pour les parents et parfois en tant que parents, on est mis à rude épreuve avec des adolescents parce qu'ils repèrent très bien nos points fragiles et que même dans la tempête, il faut tenir bon. Mais je vous dis, votre fils, il sent quand même que bon, il y a un cap, il est là et donc, oui, il vous affronte, mais qu'il y a quelqu'un en face de lui. Maintenant, bon, vous lui donnez vous avez raison de lui dire qu'on n'a pas rien sans rien, qu'un concours ça se prépare, qu'on peut pas y aller comme ça en dilettante. Maintenant, s'il va à son concours et qu'il a pas bossé, il va se ramasser, comme on dit un peu trivialement. Oui, et ça sera lui le plus embêté. C'est peut-être le meilleur service que la vie puisse lui rendre. C'est à un moment donné qu'ils connaissent un échec. Un seul peut-être, mais un échec pour se remettre un peu en cause sur ce mode de fonctionnement. Alors, il y a Cathy d'ailleurs qui dit « Après 2 échecs au bac, je l'ai passé en candidat libre et je l'ai eu ». Bon, ça laisse tous les espoirs. Et puis, il y a Lali qui dit attention avec les enfants à pas trop focaliser sur les résultats scolaires. Il faut aussi pouvoir les écouter. Et puis, il y a Chaudron de la Barque. Et puis, on va lui laisser le mot de conclusion. Il dit peut-être dès son plus jeune âge, vous avez adopté la position de censeur vis-à-vis de votre enfant, lui mettant une pression au sujet de ses études. Il semble avoir un intérêt pour le théâtre. Très bien qu'il vive son projet et sa passion jusqu'à son terme, à condition pour sa réussite qu'il se sente au minimum soutenu par son père. Vous émettez un jugement très sévère au sujet de votre fils et ne semblez pas croire qu'il puisse s'épanouir en dehors de ses études, alors qu'il existe 1001 chemins en direction du bonheur. Aucun destin n'est gravé dans le marbre et cela vous coûte, semble-t-il, qu'il puisse envisager un parcours différent de celui que vous avez tracé pour lui. Pourtant, il s'agit bien de sa vie. Donc, les adolescents ont aussi besoin qu'on leur fasse confiance. Je crois que ça, c'est important. Bien. De penser à ça. Voilà, Laurent. Ça va enrichir ma réflexion. Merci en tout cas de votre appel. Au revoir. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Salomon également envoie un petit SMS au 7 39 21 pour d'y aller. Laurent, descendez d'une marche, tendez une oreille attentive, respectueuse et bienveillante pour permettre à votre fils de briller dans la lumière. Bonsoir Stéphanie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous vouliez revenir sur le témoignage de Daniel, hein ? Oui, tout à fait. Déjà, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que c'est la première fois que je parle de ça en dehors de mon thérapeute ou de mon cercle très très privé. Donc c'est très émouvant pour moi, mais ça me semblait très important de le dire parce que je fais partie des personnes abusées. Et quand j'ai entendu le message que Daniel a reçu de sa fille, forcément ça m'a beaucoup touchée parce que effectivement moi je fais partie des personnes qui ont été abusées. Les parents n'ont rien vu, donc j'ai fait mon chemin de vie avec ça. Ça a été très très compliqué bien entendu, mais j'ai très envie de dire à sa fille qu'elle prenne le temps, mais que ce soit vraiment, c'est super important, qu'elle cherche le bon thérapeute. Et sa vie, elle va être belle après, et elle aura toutes les forces de la terre pour s'occuper de sa fille. Elle n'aura pas besoin que sa mère soit plus vigilante qu'elle ou quoi que ce soit. Elle saura instinctivement dans ses tripes, parce que elle l'a vécu, parce qu'elle aura fait un travail sur elle, elle aura cette vigilance-là. Et j'ai vraiment envie de lui dire qu'il faut qu'elle le fasse. Et qu'elle revienne dessus, même si elle a la sensation que c'est fait, tant qu'elle sera en colère et tant qu'elle n'arrivera pas à sentir une certaine paisibilité par rapport à sa petite fille, il faut qu'elle recommence et qu'elle recommence. Pour elle, oui, c'est ça. Vous avez raison. Vous parlez de colère. Il y a une terrible colère certainement derrière tout ça. Il y a une colère par rapport à nos géniteurs. Il y a une colère par rapport à l'agresseur. Il y a une colère par rapport à soi. Faut être très honnête. Oui.
et ce sont 3 colères très différentes qui sont très très compliquées à gérer, parce que par rapport à soi, je crois que c'est la plus compliquée, parce qu'il faut accepter qu'on était petite, etc., qu'on n'a pas su crier, qu'on n'a pas su dire ou faire plein de choses. La colère par rapport aux parents, c'est très compliqué, parce que un parent, intrinsèquement parlant, il est là pour protéger et pour rien d'autre, à la base pour protéger, pour aimer, il n'a pas rempli son rôle. Et moi, il s'avère que la personne agressante était dans ma famille, c'était mon demi-frère, donc c'était encore plus proche, je dirais, qu'un voisin. Mais c'est pas pire ou moins pire, c'est pas vraiment pas ça le problème. Il n'y a pas d'hierarchie. Hein. Non, il n'y en a vraiment pas. Hein. Ça, c'est très important à comprendre. Mais oui, et d'ailleurs même, on voit bien dans le témoignage de Daniel que des attouchements peuvent être sur le plan psychique aussi dévastateurs qu'un viol. Hein. Ah mais complètement, mais d'ailleurs on parle tout à fait de viol sans qu'il y ait de violence physique, et ça c'est très compliqué à comprendre pour les gens qui ne l'ont pas vécu. Moi de mon côté il n'y a jamais eu de violence physique, jamais. Parce que avec les enfants ça peut se faire dans la séduction, c'est souvent tout à fait, aussi, dans la séduction, hein. dans la menace, voilée ou pas voilée. Mais il n'en reste pas moins que c'est une violence terrible. Tout à fait, oui. Mais quelle que soit l'ampleur des faits, je veux dire, moi j'avais 3 ans, ça a fini, j'avais 11 ans. Donc ça s'est quand même échelonné très long, quelques années, ça a été très très long. J'en ai 38 aujourd'hui. Comme j'ai dit à la personne que j'ai au téléphone, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant jusqu'à aujourd'hui parce que j'avais très peur de ne pas être capable de protéger mon enfant, ou j'avais, mais pire que ça, peur de le reproduire sur mon enfant. Vous avez quel âge aujourd'hui ? 38 ans, je vais sur mes 39 ans. Oui. Maintenant, aujourd'hui, j'ai fait une thérapie. Alors, je ne peux pas vous dire que je suis guérie à 100%. Il y aura peut-être un jour des réminiscences de peur, de choses comme ça. Mais aujourd'hui, je me sens capable d'avoir un enfant et de le protéger. Oui, dites-moi. Parce que j'ai 6 ans de thérapie derrière et que j'ai eu la chance de trouver et d'avoir la patience de trouver le bon thérapeute. Quel chemin, parcouru, parce que entre vous qui vous êtes réparée, reconstruite et qui vous donner cette possibilité de pouvoir avoir un enfant parce que vous vous sentez tout à fait à même de protéger cet enfant. Vous avez fait un sacré travail sur vous-même. Oui, je l'ai fait, mais ce qui est très important pour moi, c'est de dire à toutes ces personnes qui sont dans le même cas que moi, que ce travail, il est possible. Il paraît insurmontable au début, mais il y a un moment, une fois qu'on a enclenché les choses, qu'on a trouvé la bonne personne, c'est possible à faire, mais vraiment. Et la vie, elle peut être très belle, elle peut être très douce. Oui, il faut trouver quelqu'un qui peut entendre. Alors, tous les thérapeutes peuvent entendre l'abus sexuel. Aujourd'hui, c'est pas. Mais avec qui vraiment, soit on va pouvoir parler et se sentir suffisamment en confiance pour aller explorer tous ces sentiments mêlés et aller très loin comme ça dans cette plongée assez vertigineuse. Donc comme vous dites, c'est la relation aussi avec le thérapeute qui en elle-même est en soi déjà qui fait du bien et qui est thérapeutique. Et contrairement à ce qu'on peut croire, la relation aux parents qui étaient là et qui auraient dû protéger, il n'y aura pas de pardon tant que nous, on ne s'accorde pas un pardon personnellement. Oui, c'est juste. Par nous-mêmes, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie, pour une première fois. Merci à vous. Vraiment, vous en êtes très bien sortie. C'était une très grande justesse. Je pense que vous avez dû faire du bien par vos paroles à beaucoup de personnes. Merci, Stéphanie. Voilà. Merci à vous. Et beaucoup de belles choses à vous alors. Au revoir. Merci. Au revoir.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. Cette libre antenne est la vôtre. Vous pouvez y aborder tous les sujets en toute liberté en appelant le 39 21. Vous pouvez également nous faire part de toutes vos réactions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ou par courriel sur le site europe1.fr. Coco nous envoie un petit message suite au témoignage de Stéphanie qui dit formidable message d'espoir de la part de Stéphanie qui a bien eu raison de dire que n'importe quelle agression sexuelle porte à conséquence. Teddy dit mon fiancé a été abusé par un prêtre quand il avait 11 ans et ma belle-mère ne l'a jamais cru. Des messages aussi pour Laurent qui s'inquiétait au sujet de son fils adolescent qui a 17 ans. Narno dit je confirme, plus il va affronter son fils, plus son fils s'affrontera à lui. Son fils est dans l'âge de la rébellion et les garçons sont beaucoup plus proches de leur mère. Je pense que votre auditeur doit lâcher la bride et le laisser s'exprimer dans le théâtre. Je n'ai pas pu faire les études que je voulais. Mes parents ont choisi pour moi et à 39 ans, je suis frustrée. Isaac dit votre fils vient à peine de terminer ses épreuves du bac et déjà vous êtes convaincu de son échec. Ça doit être douloureux pour lui de constater que vous ne le pensez pas capable de réussir. Peut-être qu'un minimum de soutien de votre part l'inciterait davantage à prendre votre opinion en considération. Il vous serait alors possible d'avoir une discussion sereine avec lui, même si pour ce faire, il faudra du temps et de la patience. Ne lui mettez pas tant la pression et n'oubliez pas que l'erreur est formatrice. Vous ne pourrez définitivement pas le protéger constamment. Lâchez un peu de lest, ça lui fera du bien et à vous aussi. Et puis Vincent nous dit j'ai fait du théâtre, élève de Jean David, la Comédie Française, et d'Elvire Popesco, Molière d'honneur, et je n'en suis pas mort, bien au contraire. Un peu de sensualité sur Europe 1 à minuit 13. Bonsoir Marina. Je vous appelle parce que j'ai ma maman il y a 7 ans qui est décédée d'une grave maladie. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, j'ai ma grand-mère qui a eu la même maladie qu'il a eu. Ça a été découvert il y a 3 mois. Et elle est à l'hôpital actuellement. Et du coup, ça m'effraie parce que j'ai peur que les mêmes choses que ma maman a subies, ça se reproduise sur ma grand-mère, quoi. Et du coup... C'est votre grand-mère maternelle ? Oui, voilà, oui, maternelle. Oui. Oui. De quelle maladie s'agit-il ? Une tumeur. Une tumeur. Oui, ma maman, elle avait une tumeur au cerveau. Au départ à l'œil, après ça s'est propagé au cerveau. Et ma grand-mère, elle a une tumeur au foie. C'est cancéreux ? Oui. Oui. Et ça commence à bien se propager, quoi, à grossir et tout. Et... Ça se métastase ? Voilà, oui. Oui. Et du coup, ça m'effraie parce que ma grand-mère, quand ma maman était décédée, je me suis un peu rattachée à elle. Je l'ai toujours considérée comme une deuxième maman. Oui. Parce qu'elle a pris beaucoup de place, même avant que ma maman décède aussi, quoi. J'étais très complice avec elle. Et du coup, quand ma maman était décédée, c'est comme ça avait fait un peu pansement, on va dire. Je me suis, je suis allée dans les bras de ma grand-mère et elle m'a réconfortée et, ça m'a beaucoup soulagée. J'avais moins de peine qu'une personne seule, expliquer, ça m'a... Mais vous étiez jeune quand votre maman est décédée ? J'avais 15 ans, oui. Eh oui. J'ai 22 ans maintenant, ouais. Oui. Oui, donc votre grand-mère a pris... elle ne pouvait pas remplacer votre maman, non, évidemment. Elle ne peut pas remplacer. Mais elle a tenu lieu de rôle, de mère auprès de vous. Enfin, elle s'est beaucoup occupée de vous. Vous êtes certainement beaucoup rapprochés à ce moment-là. Voilà, oui. Bon, une mère, on n'en a qu'une, mais après, je veux dire... Donc vous êtes très, très angoissée, très, très triste en ce moment. Oui.
Et en plus, ça va pas trop bien, quoi. Elle va pas bien en ce moment, et du coup. Vous pouvez, comment vous allez la voir, elle peut Oui, je vais la s'exprimer, voir, ouais. enfin, Elle peut parler, mais elle a très du mal à respirer, elle est très fatiguée, et oui. elle a changé, quoi. Hein. C'est plus la même femme, la maladie l'a un peu pris, quoi. On le ressent, Oui. on le remarque, on le ressent, c'est plus pareil, quoi. Hein. Et elle a mal, et en plus. Elle est tombée de son lit, alors elle s'est cassé le col du fémur. En plus de ça, il y a des choses qui se rajoutent. Et... Oui, donc la pauvre, il y a beaucoup de choses qui viennent s'ajouter là. Bon, c'est une femme qui a gardé le moral dès le départ. Elle est très entourée de son fils et de ses filles, quoi. Mais dès le départ, on lui a dit qu'il faut rester positive, et c'est avec ça que ça va aider beaucoup. Et même... c'est ça mais bon, elle est positive, mais c'est un peu dur, quoi. Oui, Entre la chimio et tout ça. C'est lourd, le traitement est lourd, certainement. Ouais. Oui. Voilà, et elle est beaucoup à l'hôpital, quoi, la plupart du temps, et du coup... Et vous êtes proche d'elle géographiquement ? Oui, on est à 3/4 d'heure de D'accord. route, on n'est pas loin. Donc vous pouvez la voir assez souvent. Voilà, oui, je vais assez régulièrement, oui. Et moi, ça me fait peur, quoi. Bon, après c'est le destin, je veux dire, c'est comme ça, mais je veux dire les maladies, je veux dire, ça. Oui, ça vous fait revivre et puis ça vous ramène à ce que vous avez vécu avec votre mère. Voilà, oui. Moi, je m'attendais pas à ça, on est tombés de haut, quoi. C'est bon, elle fume pas, ma grand-mère. On lui a diagnostiqué ça quand ? Il y a 3 mois à peu près. Oui, hein. c'est récent. Parce qu'elle avait souvent mal au ventre, elle allait à l'hôpital pour ça, et après, ils l'ont vue, quoi. Et vous avez rencontré les médecins qui s'occupent d'elle ? Oui. Plutôt ma marraine, quoi. Elle avait discuté avec eux et disait, ça se propage quand même pas mal, quoi. Et du coup, c'est un peu délicat, quoi. Et du coup, moi, j'avais parlé une fois avec une infirmière. Bon, elle a dit le moral, ça va, mais bon. Oui, ils ne peuvent pas opérer, même si c'est au cerveau, c'est pas. Et puis, c'est difficile de cibler parce que ça se métastase. Bon, elle a au foie. Hein. Ma mère, elle avait au cerveau. Oui. Et du coup, ils peuvent pas vraiment opérer parce que c'est assez délicat aussi au niveau du ventre. Ils peuvent pas trop. Et... Bon, maintenant, nous, on reste positif aussi, mais moi, j'avoue que des fois... vous pensez, oui, que ça peut... Bon, je suis pas négative que ça non peut plus, mal évoluer. Oui, j'ai peur, quoi. J'ai peur parce que, je veux dire... bon, elle a 70 ans, bon... C'est... Bon, après, je sais pas, il arrive... De toute façon, vous, pour le moment, Marina... votre peur, on ne peut que la comprendre, hein, parce que vous avez peur de la perdre, vous y êtes infiniment attaché, mais cette peur ne fait que rajouter déjà à votre peine, de savoir ce qui arrive à votre grand-mère, et peut-être que ça vous empêche de profiter des moments que vous passez avec elle. Bon, comment je rentre dans la chambre, je fais, je pense, c'est comme si je me déconnectais un peu, quoi, je laisse un peu ça dehors. Oui. Je suis bien avec elle, je rigole, tout, quoi, je lui montre pas, hein, moi je suis pas une personne qui montre... Mais d'ailleurs, c'est ça, c'est passé, c'est dans la maladie, et quand on est dans une maladie grave, parce que là on est dans une urgence, hein, un temps qui s'accélère, et dans quelque chose de grave, et vous en êtes consciente. Il y a ce côté où l'instant devient précieux. Voilà, c'est-à-dire que le rapport au temps est différent. Alors c'est vrai que si on se projette trop loin, on peut être pris de vertige, parce que c'est la peur qui va nous terrasser, et la peur de voir disparaître la personne qui est en train de ferrailler avec la maladie. Mais si on est, et c'est très compliqué, mais comme vous dites, quand vous rentrez dans la chambre,
eh ben vous trouvez votre grand-mère forcément plus affaiblie, plus fatiguée, mais en même temps, il y a cette tendresse, il y a cet amour qui vous unit. Et là, vous êtes près d'elle et il y a ce moment passé avec elle où vous êtes bien de ce moment passé avec elle et où certainement elle, ça lui fait aussi beaucoup de bien. Oui, voilà, oui, ça lui fait beaucoup de bien aussi, de voir tout le monde, sa famille. Bon, elle est bien entourée aussi, hein. Oui. Mais même mes tantes et mon oncle, ils le montrent pas aussi forcément. Mais quand j'ai régulièrement une tante à moi au téléphone, des fois, ça se voit, ça s'entend qu'elle est... Bon, elle a dit, elle est aussi tombée de haut, quoi. Elle a dit... on s'attendait pas vraiment à ça, oui, quoi. Bon. Oui. Bon, après, nous, on garde l'espoir. Si ça se trouve, ça peut guérir. On ne sait pas, des fois... Oui, on ne sait pas. Vous avez raison. Hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ils font un traitement, ils mettent tout en place. Bon, donc il y a toujours cette possibilité qu'il y ait effectivement qu'elle réagisse bien au traitement. On ne sait pas. Hein, il y a après tout, il y a cette possibilité-là. Et donc pour le moment, vous ne pouvez qu'être présente. Et c'est énorme, c'est immense, à ses côtés, pour l'aider à traverser cette épreuve qu'elle vit. Tout le reste de la oui, famille, et quoi. ça c'est infiniment précieux. Oui, c'est très précieux. D'être bien entouré comme ça. Et ça joue beaucoup sur son moral aussi. Mais oui, elle, quoi. et c'est aussi très important. C'est la qualité de, même quand on est hospitalisé, tous ceux qui ont été hospitalisés le savent que pouvoir je veux dire il y a des petits combats du quotidien qui paraissent dérisoires quand on est bien portant, mais qui quand on est hospitalisé deviennent une victoire sur soi immense. Hein, pouvoir se lever. Pouvoir peut rester propre, pouvoir, voyez, donc quand l'entourage peut participer, alors il y a le personnel médical, hein, le personnel soignant, mais quand on est entouré, hein, parce que la solitude est un mal terrible, mais alors quand on est seul à l'hôpital, c'est effrayant. Donc le fait d'être bien entouré et le fait d'avoir un entourage qui peut se relayer, donc qui va faire en sorte de pouvoir, selon ce que la personne aime, mais ça peut être aussi faire apporter un livre, une lecture, un truc, raconter la presse, voilà, un petit, si le traitement ne donne pas trop de nausées, un petit truc qui lui fait plaisir à manger. Bon, ça c'est quand le traitement donne pas trop de nausées. Ça peut être quand si elle est un petit peu mieux, faire quelques pas un peu au grand air. Enfin, ça peut être. Tout dépend de. Et c'est le temps de la maladie, c'est être dans l'instant. On est avec elle, on la soutient toujours, on vit l'instant vraiment à fond, quoi. Hein. On voit régulièrement tout ça, mais on le sent quand même à côté. Vous savez, dans les moments, dans les anniversaires. On avait une communion à pas longtemps, elle n'était pas là, on sentait qu'il n'y avait pas sa présence, quoi. Et même elle, on voyait qu'elle avait terriblement envie de venir, mais elle était prise par ses nausées et tout. Ça fait quand même quelque chose, quoi. Depuis, et même quand je vais chez elle, elle est soit couchée dans son lit. Avant, quand j'allais, on était à table, buvait le café, mangeait le gâteau, tout ça. C'est des moments que on voit s'éloigner et ça nous fait en même temps un peu mal, mais je veux dire, on fait avec, mais c'est quelque chose quand même qui nous manque, quoi. Hein. Alors après, comme quand elle prenait des fois les petits dans les bras et tout ça, les plus petits de la famille et tout ça, et maintenant elle peut plus trop. Et c'est quelque chose. Mais ça, il y a des moments où, si vous voulez, cet événement familial, vous pouvez, dans les photos que vous avez prises, les rassembler, en faire un joli album, les lui amener et lui offrir, le consulter ensemble. Et donc, ça peut être un joli moment à partager avec votre grand-mère. Oui, voilà. Vous voyez, ou à travers les photos qu'elle va découvrir, vous allez comme ça
partager des moments de tendresse, peut-être de fou rire, de vous remémorer d'autres événements. Et donc, elle n'a pas pu être présente, mais vous l'associez. Oui, à travers des photos. Oui. Et quand on raconte les moments, ouais. Mais il y a toujours quelque part un petit manque, quoi. Oui, évidemment. Mais bon. Mais vous êtes pour le moment dans le manque. Votre grand-mère, elle est présente, Marina. Oui, elle est présente. C'est ce que j'essaye de vous dire. Oui. C'est que votre grand-mère, elle est là. Oui, elle est là. Alors, vous avez très peur qu'elle ne soit plus là. Mais pour le moment, elle est là. Ouais. Je ne dis pas qu'il faut pas qu'il faut pas y penser. C'est pas c'est inévitable que vous y pensiez. Et c'est même complètement légitime que vous y pensiez. Oui. Et c'est même important que vous y pensiez. Et votre grand-mère elle-même doit y penser. Aussi, oui. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ne devez pas essayer de profiter d'être comme ça dans cet instant présent avec elle. C'est ce que je fais, je profite l'instant présent, mais il y a toujours une amertume. Oui, voilà, exactement. Mais bon, en tout cas... Bon, entourez-la avec toute votre affection. Voilà, oui. Oui, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je fais, ce que je vais continuer à faire. Ça s'entend. Je vous remercie. Bon courage, Marina. Merci, au revoir. Au revoir. Sexuel healing avec le... Oh, Fifi. On s'y croirait, là. Un petit bain de minuit 31 sur Europe 1. C'est vrai, comme dit Coco, il fait chaud, mais la programmation musicale est très hot ce soir. C'est la chaleur qui leur donne des idées. Sergio me dit, moi je trouve beaucoup plus sensuel Marvin Gaye que Romer. C'est vrai que c'est très très sensuel, je vous l'accorde. Allez, Coco qui dit également bon courage à vous, Marina. Vous savez, votre grand-mère peut aller mieux, on ne sait pas. Après tout, je vous embrasse fort ainsi que je me permets d'embrasser votre grand-mère, dit Coco. Et puis Claire aussi qui dit bon courage à vous, Marina. Un petit clin d'œil à Kiwi qui dit il fait chaud et l'orage verse sur mon Vélux ses larmes bruyantes. J'écoute Caroline et toute cette humanité qui appelle. On ne peut rêver mieux. Amitié à vous tous. C'est joliment dit. Bonsoir Léa. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà ma question. Donc, elle est sur le plan professionnel. Donc voilà, je voulais savoir comment faire face à des critiques, que ce soit au travail, par certains collègues et voilà quoi. Alors, des critiques de la part d'une collègue ? Ou de la part d'une collègue qui est ensuite repris par d'autres et pour des raisons diverses en fait. Et voilà. Et ensuite, parce que bon, après il y a la camaraderie aussi qui fait et que dans ma structure, par exemple. Par exemple, si on se dispute, quand on se dispute avec une personne, c'est comme si on se disputait avec la moitié du travail, quoi. Oui, parce qu'on peut se disputer avec quelqu'un sans pour autant se disputer avec toute l'équipe. Alors comment ça se fait que vous vous disputez vous pouvez être en conflit avec quelqu'un, mais pas forcément avec toute la structure. Moi, voilà, je me suis disputée véritablement avec une personne. Ensuite, cette personne, vu qu'elle était en poste depuis plusieurs années et que elle connaissait d'autres personnes, plus que moi. Donc donc c'était ça ce qui fait que elle a parlé à d'autres personnes qui ensuite ont suivi quoi. Et qui la soutiennent. Voilà, qui la soutiennent et qui donc, moi, m'ont aussi, du coup... Oui, ça fait un peu cours d'école.
Ça fait C'est-à-dire, trop c'est la méchante, t'es pas ma copine, tu veux pas, tu veux pas. À l'école, on veut pas jouer avec toi, et là, c'est on veut pas travailler avec toi. Voilà, en gros. Alors, est-ce que dans le travail, ça pose problème? C'est-à-dire, est-ce que il y a des personnes parce que sur le plan relationnel, j'imagine bien que ça doit pas être simple pour vous. Mais est-ce que dans le travail, vous travaillez en équipe? Quel est votre que faites-vous? Oui, voilà, on travaille en équipe. Et en fait, moi, je suis animatrice socioculturelle. Et donc, on travaille en équipe. Et voilà, donc moi, ça se passe bien, de toute façon, avec une personne avec qui je travaille. Mais je veux dire, c'est sur les autres équipes, voilà, où c'est un peu plus tendu. Donc parfois, je suis amenée à travailler aussi avec d'autres personnes, ou même à les côtoyer, tout ça. Et là, c'est là où ça pose problème. Et parfois, il y a des personnes, par exemple, nouvelles qui viennent pour un remplacement et tout ça. Et donc, je sais que les autres collègues, voilà, viennent voir de suite les nouvelles personnes qui savent qui vont travailler avec moi, et pour me critiquer, quoi, et ils vont me critiquer ouvertement, quoi. Donc, les critiques portent sur votre personnalité, sur votre travail? Sur ma personnalité, sur mon travail, surtout, en fait. Et la personne avec qui vous avez eu ce problème n'est pas votre supérieur hiérarchique? Ah non, vous êtes au même degré, au même niveau? On est au même degré, sauf que ça fait 7 ans qu'elle travaillait là. Et vous venez d'arriver dans la structure? Moi, quand c'était arrivé, oui, je venais d'arriver. Et là, ça fait 4 ans que vous y êtes? Voilà, c'est ça. Et là, moi, je venais d'arriver. Mais donc depuis, pourquoi ça s'accentue? Parce que vous dites ça c'est... Voilà, c'est-à-dire qu'après, ça a été repris par d'autres personnes. Donc, c'était repris par d'autres personnes. Par exemple, je vais pas vous parler de ça. Non, mais parce que ce qui me pose question, c'est que ça aurait pu être très difficile à vivre quand vous êtes arrivé la première année. Oui. Mais bon, au bout de 4 ans, vous auriez pu dire voilà, maintenant je travaille, je passe outre les critiques, et donc alors pourquoi qu'est-ce qui se passe, quoi? Oui. Mais c'est-à-dire que quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui sont sur un remplacement ou quelque chose comme ça, en fait, on me renvoie ça, parce qu'on me dit oui, on m'a parlé de toi, et cette personne en fait qui arrive et qui normalement qui devrait normalement juste travailler avec moi, elle a déjà des a priori sur ma façon de travailler, et même parfois s'en sert. Oui, mais en même temps, Léa, c'est très bien qu'elle vous en parle, parce que si elles avaient autant d'a priori sur vous, elles ne viendraient même pas vous en parler. Non, mais si le verre était autant dans le fruit, elle viendrait même pas vous dire tu sais, on m'a dit ça sur toi. Dans ces cas-là, on dirait Léa, elle est comme ci, comme ça, et puis on ferait courir des bruits sur vous et point barre. Là, à la limite, c'est pas plus mal. On vient vous voir et à vous de dire j'ai ce tempérament-là. C'est un tel qui le pense, c'est son point de vue, et plutôt prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça, et de vous, justement, ce qui est intéressant, c'est que dans cette structure, il y a des nouveaux arrivants, et que des nouveaux arrivants peuvent se faire leur propre avis sur vous, et donc vous pouvez vous faire des alliés. Vous. Oui, mais le problème, c'est que ces personnes-là, elles sont influençables. Non, mais enfin, tout le monde n'est pas influençable quand même. Pas tout le monde, mais moi, j'ai rencontré justement des personnes qui l'étaient. Et en plus, ces personnes ont très bien compris comment ça fonctionnait. Quand la personne, la personne qui, justement, qui est en placement, me dit oui, mais de toute façon, la majorité a toujours raison. J'ai dit, ah bon, même si c'est des cons? Mais oui, même si c'est des cons, la majorité a raison. Donc, qu'est-ce que vous voulez que... Voilà. Mais là, vous leur donnez du grain à moudre.
Parce que vous rentrez direct dans, si vous voulez, ce débat. Vous voyez, ah ben c'est des cons, donc sous-entendu, eux aussi sont cons d'y croire. Donc vous en fait, vous montrez que vous êtes affecté par tout ça, au lieu de dire bon, attendez, moi, je fais mon travail. Et à la limite, à un moment donné, vous n'avez plus à vous justifier. Bon, vous avez eu un différend avec cette personne. Maintenant que cette personne n'est toujours pas digérée, c'est son problème. Vous faites votre travail. Maintenant, oui, mais c'est difficile de faire son travail justement quand on sait qu'on est sans arrêt critiqué par derrière. Mais critiquer sur quoi? Critiquer sur mon travail en disant que par exemple je ne fais rien. Par exemple, on dit, non, c'est vrai, elle arrive, elle fait rien. Alors que c'est très difficile de rien faire, surtout quand on s'occupe de personnes, quand on est responsable de personnes et tout ça, c'est très difficile de ne rien faire. Et donc voilà, vous me faire une révélation de voilà. On peut pas me critiquer sur mon autorité ou sur autre chose parce que c'est faux et c'est vérifiable. Par contre, ils vont m'attaquer sur. Mais alors, tout le monde est contre vous dans la structure. La majorité. La majorité, oui. Et même les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants, il n'y en a pas eu tant que ça. Mais ils ont très bien compris comment ça se passait, puisque ils savent très bien que qu'il y a un groupe pour se faire eux-mêmes leur place et pour être acceptés par les autres. Ils se rallient à la majorité. Et donc ce qui fait donc c'est très difficile pour moi de. Et ensuite quand les nouveaux arrivent. Et donc, quand ils veulent se rallier à la majorité, et du coup, moi, me critiquent derrière. Donc, donc les chefs, ils savent que de toute façon, j'ai jamais été dans un bureau pour me dire, tu n'as pas travaillé, tu t'es arrivé en retard. Parce que ça, ils peuvent pas me le dire, parce que mon travail, je le fais correctement. Alors, justement, que dit le responsable du service, le chef de service, vous en avez parlé? Si, j'en ai parlé, et on m'a dit, que c'était parce que c'était beaucoup des problèmes problèmes personnels. Oui. Voilà, par exemple, et qui a ensuite interféré sur le professionnel. Et eux, ils voyaient que ça. Parce que, je veux dire, par exemple, les personnes autour sont contentes de moi, les familles, tout, les personnes aussi, dont je m'occupe. Donc là, de ce côté-là, elles n'ont aucune remarque à me faire. Donc c'est vraiment parler on dit. Et donc et comme si ensuite c'est repris, les paroles sont reprises par d'autres, des personnes avec qui je n'ai jamais travaillé, par exemple, et qui vont se permettre de critiquer aussi. Tout ça pourquoi? Parce qu'elles ont entendu des critiques à mon travail. Et même, après, je vais pas tout vous raconter, mais... Et pourquoi le différend est parti de quoi? Le différend est parti, en fait, je travaille avec une personne, moi, je suis diplômée, et cette personne ne l'est pas. Et c'est parti dans le sens où, elle a carrément dit, oui, je comprends pas, en étant diplômée, normalement, je pensais que la personne, elle aurait pu faire ça, ou... Voilà. Alors que je veux dire, on était censé travailler en équipe et cette personne a voulu... Donc d'une rivalité, vous pensez? Elle vous a perçu comme une menace. Voilà, c'est ça. Alors que on est censé travailler en équipe. Mais alors elle a un fort ascendant pour quand même rallier tout le monde à sa cause, si je puis dire. Disons que oui. Parce que je suis un peu surprise que vous n'ayez pas, sur le nombre de personnes, je ne sais pas combien vous êtes dans cette structure. Combien êtes-vous? Une vingtaine. Oui. Que sur une vingtaine de personnes, en étant dans un quotidien,
Et c'est surtout que c'est pas quelqu'un qui a une position de supérieur hiérarchique, enfin, ou de d'autorité. Je suis un peu surprise, si vous voulez, que vous n'ayez pas un moment, en travaillant justement avec d'autres collègues, sympathisé et fait que vous ayez au moins quelques-unes qui disent bon, au fond, Léa, elle est sympathique et elle exagère un petit peu, l'autre, voyez, de dire ça et dire bon, que ça renverse pas un petit peu en votre faveur à un moment donné. Bien sûr, Mais quel est, elle, son clan, son petit groupe, mais qu'à un moment, il n'y en ait pas qui aussi, que ça soit vraiment la collusion du groupe entier contre vous, y compris des nouveaux. C'est ça qui pose problème. Il y a des personnes, bien sûr, qui sont avec moi. J'ai pas dit que tout le monde était contre moi, c'est pas ça. Il y a des personnes qui le sont, mais qui voient que c'était pas normal, que c'était de l'exagération, mais qu'ils connaissent le caractère de cette personne et tout ça. Et vous n'avez pas le soutien donc du responsable? Si. Oui, mais mais il ne fait rien. Mais il fait rien parce que justement. Donc vous avez un soutien, mais juste moral, c'est-à-dire que. Voilà. Bon. Tout. Alors qu'est-ce que vous envisagez de? Ben voilà. Justement, ce serait compliqué. Hein. Juste moral, parce que bien sûr, oui, mais c'est pas un soutien, ça. C'est bien gentil, un soutien moral, mais enfin. Parce qu'il n'y a pas des réunions de service, il n'y a pas des réunions d'équipe. Ben si. Pour mettre les choses à plat. Ben moi, dans mon équipe, ça se passe bien. Non, mais alors déjà dans votre équipe, ça se passe bien. Ça veut dire que dans votre équipe, au moins, vous avez un peu un îlot où vous êtes un peu protégé. Voilà, c'est déjà important. Alors c'est après quand vous travaillez avec vos collègues que ça se passe moins bien. Mais après il n'y a pas des. Pardon ? Ou quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Oui, mais enfin il n'y en a pas tout le temps des nouvelles personnes. Non, mais bon, il suffit qu'il y ait une personne qui arrive et voilà quoi. Mais vous travaillez dans votre équipe. Vous êtes combien dans votre équipe ? On est 5. Bon, d'accord. Ça veut dire qu'au moins avec 5 de vos collègues, ça se passe bien. Oui, voilà. Bon, c'est important déjà ça. Oui. Mais voilà. Ensuite, pour votre ambiance de travail, c'est important. Vous n'êtes pas, il n'y a pas toute une majorité qui est contre vous. Parce que sinon, je veux dire, dans une telle ambiance, animatrice socioculturelle, vous pouvez trouver dans d'autres structures. Si c'est vraiment une ambiance aussi détestable et que vous ne pouvez pas avoir le responsable n'a rien à vous reprocher sur un plan professionnel, mais dit que c'est un différend personnel qui crée des précédents dans la relation professionnelle, mais à ce moment-là, ça peut peut-être se gérer au cours de réunions d'équipe en disant bon, je vous demande maintenant de mettre fin à cette guéguerre intestine et de reprendre vraiment votre activité professionnelle et je veux plus entendre parler de. On n'est pas dans une cour d'école ici, on est là pour s'occuper de familles, de personnes et maintenant je veux plus entendre parler de quoi que ce soit. Vous voyez, peut-être que si lui se positionnait ou cette personne, enfin le responsable, ça pourrait un peu calmer le jeu. Si personne ne se positionne, eh bien ça continue. Mais ça a été fait déjà. Mais bon, ça a été fait quand même. D'accord. Oui, sans nommer les personnes, mais ça a été fait. Bon, ça a été fait. Non, mais il ne s'agit pas de nommer. On n'est pas au tribunal. Mais ça a été fait. Donc vous avez eu un soutien plus que moral. Il s'est quand même positionné, votre responsable. Voilà. D'accord. J'ai même fait convoquer une personne. D'accord. Donc voilà, bon. Une personne qui n'arrêtait pas qui me harcelait quoi en gros. Bon. Et voilà. Donc là aussi j'ai eu un soutien de la part. Donc il y a quand même du soutien finalement au-delà de. Déjà au sein de votre équipe où vous pouvez travailler dans une bonne ambiance, on va dire, et avec quand même le responsable de service qui reconnaît vos compétences professionnelles, ça c'est important, et qui a demandé sans nommer les personnes que tout le monde se remette au travail et cesse un petit peu ces querelles. Voilà, mais bon, c'est pas
c'est pas fait, hein. C'est pas. Oui, mais vous pouvez pas après tout. Il y a des personnes qui critiquent ce que vous êtes. C'est pas ce que vous êtes finalement vous, hein. Comment? C'est pas ce que vous êtes. Ils ne savent pas qui vous êtes. C'est aussi peut-être sur là-dessus qu'il vous faut un peu travailler. C'est pas ils ne savent pas qui vous êtes. C'est-à-dire qu'à la base, c'est une histoire de rivalité où cette femme vous a perçu comme une menace, comme un danger, et donc pour exister, elle a tout fait pour vous écraser. Voilà. Hein? Donc en disant que en gros vous étiez incompétente. Voilà, c'est ça. Bon, dans les faits, vous savez que vous n'êtes pas incompétente, que au contraire, vous faites très bien votre travail, qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Après, sur le plan de votre personnalité, vos capacités relationnelles, que ça soit dans votre équipe, ça se passe bien. Donc les gens avec qui vous travaillez le plus directement, vous n'avez pas de problème relationnel avec ces personnes-là. Vous n'avez pas de problème relationnel avec les familles. Donc, ça montre bien que le problème ne vient pas de vous. Oui, donc, voilà. Que le plus grand nombre, qu'il y ait des gens, comme vous dites, qui vont se rallier parce qu'ils arrivent, parce qu'ils sentent des conflits, et puis que, ils essaient de trouver leur place et ils vont peut-être vers celle qui est la plus autoritaire, la plus vindicative. Bon, ça, quand on arrive dans une structure, ça peut se faire. Mais au fil du temps, je pense que vous avez tout à gagner à ne pas vous lancer dans le combat ou à dire même pique-pendre sur cette femme en disant oui, on a eu un différend il y a quelque temps, ça peut arriver dans le travail, dans toute structure. Maintenant, pour moi, il y a longtemps que c'est passé et voilà, il n'y a plus de problème. Et, vous voyez, à écarter un petit peu, à prendre un peu de hauteur et à ne pas rentrer dans le jeu. Ouais, à ne pas donner prise. Voilà, à ne pas donner prise. Je pense que vous y gagnerez, Léa. Hein? Oui, voilà. Moi, de toute façon, c'est ce que j'essaye de faire. Mais continuez. Continuez. C'est très fragile parce que si par exemple, il suffit par exemple, chaque année on change d'équipe. Il suffit, admettons, ça peut arriver. Il suffit que je tombe sur des personnes qui sont pas, qui ont différent avec moi ou quoi. Ils vont quand même me faire une mauvaise réputation professionnelle, c'est-à-dire qu'ils Peu importe. Il va falloir aussi, Léa, cette histoire de mauvaise réputation, il y aurait des choses à travailler autour de la mauvaise réputation. Pourquoi vous prenez tant à cœur cette mauvaise réputation ? Mais Léa, soyez plus confiante en vous-même. Qu'est-ce que ça touche ? J'ai pas l'impression. Pourquoi vous avez tant à cœur cette histoire de mauvaise réputation professionnelle ? Vous savez ce qu'on dit d'une mauvaise réputation, hein ? Comment ? Quand on dit que quelqu'un il a mauvaise réputation, une fille qui a une mauvaise réputation, il y aurait à travailler à quoi ça vous renvoie cette histoire. Et je crois que la vraie question, elle est plutôt là, Léa. Quoi ça vous touche autant ? En quoi ça me touche ? Tout simplement parce qu'en ce moment, donc comme je dis, quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, donc elles sont. J'ai compris ça. Oui, voilà. Et donc elles se rallient donc à la majorité, tout ça pour faire une place, pour avoir, pour travailler, pour avoir un poste, quoi. Oui. Je pense. Et du coup, si vous voulez, en fait, on me renvoie. Les personnes me renvoient. Oui, mais de toute façon, un tel m'a dit que de toute façon, tu travaillais comme ça, que tu ne savais pas travailler. Oui. Donc, ils se feront leur propre avis. Comment ? Léa, faites-vous confiance. Vous savez comment vous travaillez. Laissez parler les gens. Eh oui, mais c'est une personne qui vient vous dire ça en face. Écoutez la chanson de Brassens sur la mauvaise réputation. Laissez parler les gens. Vous donnez trop de prise à ces mauvaises attaques. Mais vous prenez trop à cœur. Mais je ne peux pas faire autrement quand on Oui, travaille. Mais justement, c'est le problème, Léa. Vous prenez trop à cœur ça, cette mauvaise réputation qu'on vous fait. Oui, mais de toute façon, vous allez pas tenir comme ça. Ou alors il va falloir travailler ça, ces questions-là. Pourquoi ça vous blesse tant ?
Voilà. Non, mais moi, On va ça pas me pouvoir y moi- répondre. Si ça vous blesse, Léa. Je suis désolée. Sinon, vous seriez pas là en train de m'en parler comme vous m'en parlez. Hein. Non, c'est-à-dire que moi, Bon. ce que je voulais, c'est voilà, des réponses, mais ça me blesse pas, en fait. C'est pas, ça me blesse pas, ça peut-être que ça m'énerve. Ça me, Vous avez voilà. rencontré ça dans d'autres, dans vos précédents Non. lieux où vous avez travaillé ou pas? Non. 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 À l'école Non. Cette histoire de réputation? Non, par contre, je sais que c'est la personne qui justement, d'où c'est pas, enfin, qui a fait partir tout ça. Ben, je sais que elle, par exemple, je sais qu'à l'école, ben, elle était très mal vue, par contre, qu'elle était carrément à l'écart, elle le racontait. Et voilà. Mais par contre, c'est vrai que après, bon, moi, tout ce que je me dis, en fait, pourquoi je le prends mal, parce que tout ce que je me dis, c'est que les nouvelles personnes qui arrivent, donc si par exemple, ben, on se met à parler mal de moi au chef, les chefs vont dire à un moment donné, ah, mais peut-être que finalement, vu que c'est une nouvelle personne qui arrive avec, Vous ne vous faites pas assez confiance, Léa. C'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est-à-dire ce que vont dire les personnes est plus important que ce que vous êtes et ce que vous faites dans votre travail. Non, mais c'est-à-dire que j'ai peur que en fait les chefs. Oui, vous avez peur. Que les chefs, eux, après, se disent, finalement, est-ce que, les chefs pourraient en avoir marre, comme vous dites, de toutes ces tensions internes, de toute cette ambiance très scolaire, très cours d'école. C'est ma copine, je veux jouer avec elle, je veux pas jouer avec elle, j'en ai assez. Bon. En même temps, ils ont aussi une part de responsabilité si à un moment, au cours de réunions de service, ils mettent pas un peu les choses au clair et peut-être justement dans des lieux comme ça où il y a où on touche, vous dites vous êtes animatrice socioculturelle ou vous faites de l'accueil de famille, ou il peut y avoir des supervisions. Ça n'existe pas assez, mais dans le cadre de supervision, on peut parler, au-delà de ce qui se fait auprès des familles, de ce qui se passe au sein des équipes et de tous les enjeux aussi affectifs. Et ça peut désamorcer beaucoup de conflits. Alors après tout, un responsable de service, quand il est confronté à des difficultés relationnelles qui peuvent empiéter sur la bonne marche d'un service, de ce qui est mis en place et donc du service qui est proposé aux familles, au public, il peut décider de mettre en place une supervision. Libre à eux de le faire aussi. Vous voyez ? Et ça, peut-être que ça serait une bonne chose. Donc vous, en fait, vous me dites que j'ai pas à m'inquiéter des nouvelles personnes. Je ne crois pas. Non. Pourquoi les nouveaux vous font tellement peur? Mais ça fait un peu comme, effectivement, ça me fait penser ces idées. Comme vous dites, les nouveaux, eux aussi, ont peur de pas trouver leur place, peur de... Vous voyez, tout le monde a peur, finalement. Donc on est dans la culture de la peur, là. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Vous avez... Eux, ils font ça parce qu'ils se rallient au groupe majoritaire. Comme à l'école finalement, il faut pas déroger, on va vers le groupe majoritaire. Et vous avez peur qu'à force, ça remonte en disant ah ben oui, il y a vraiment un problème avec elle. Voilà. Mais misez sur le fait que dans votre travail, vous faites bien les choses et qu'au sein de votre équipe, ça se passe bien. Donc il faut pas que vous perdiez confiance en vous. Bon courage. Oui. Mais il suffit que un jour ça se passe pas bien justement au sein de mon équipe et dans ce cas-là. Ça peut arriver, Léa. Personne n'est parfait et dans l'excellence au sein de son travail. Il y a des jours où on peut être un peu plus fatigué et un peu moins bien. Ça peut arriver aussi. Non, mais sans ça, c'est-à-dire. Mais je vous le dis. Comment ? Ça peut arriver. Vous n'allez pas non plus aller travailler avec la peur au ventre en vous disant si ça se passe un peu moins bien, ça y est, on va croire que je fais moins bien. Ou alors si vous êtes vraiment dans un tel état d'esprit, Léa, il faut changer de structure parce que c'est pas possible. Vous pouvez pas continuer comme ça. Ou vous faire aider, vous
voir quelqu'un vraiment, parce que là, j'ai l'impression que ça tourne à l'obsession, cette histoire. Ah non, ça tombe pas à l'obsession. Mais si, mais vous, en même temps, Léa, c'est là où il y a quand même un problème, pardonnez-moi, c'est que il y a quelque chose qui est, vous êtes dans un souci de bien faire, un désir de bien faire. Vous êtes certainement très consciencieuse dans votre travail et en même temps vous avez très peur d'être prise en faute, et c'est vrai qu'avec tout ce climat oppressant autour de vous, ça pourrait au fond à un moment vous mener à craquer. Et en même temps, quand je vous dis que ça doit être compliqué, qu'il faudrait réfléchir à certaines choses, à chaque fois vous me dites « Ah non, c'est genre, ah non, tout va bien ». Ben non, quand on vous entend, je suis désolée Léa, mais non, tout va pas bien. On sent quand même une pression sur vos épaules et une anxiété qui est quand même très, très grande. Donc je crois qu'il faut quand même la prendre en considération et voir comment vous pouvez en faire. Alors, soit en parlant à votre chef de service en disant écoutez, là, est-ce que on peut pas mettre en place une supervision, ou vous, de votre côté, ça pourrait être pas mal d'avoir une pratique comme ça dans un groupe auprès d'un thérapeute pour parler de votre travail. Vous voyez, comment vous positionnez, désamorcer tout ça. Ça pourrait vous aider à prendre un petit peu de recul. Bon courage Léa, au revoir. Merci, au revoir. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1, c'est l'heure des informations présentées par Émilie Bonneau.